Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Parmi les chantiers urgents de gouvernement, il y a le fameux programme sur l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, censé être mis en place depuis 24 ans maintenant. Alors qu'il s'apprête à être dévoilé, on fait le point sur cette priorité avec nos invités dans quelques minutes. La santé mentale des jeunes, un sujet préoccupant et sur lequel nous avons l'habitude de revenir régulièrement dans cette émission. On fait le point avec notre invité du jour en seconde partie, le docteur en psychiatrie Ariel Fragerman. Il sera avec nous sur ce plateau. Dans sa chronique, Emma Ferré nous emmène en Thaïlande où un vent de progrès souffle jusque dans les cheveux des élèves. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité éducation du jour avec Emma. Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On démarre ce journal avec l'oral de François Bayrou. C'était sur LCI hier soir. Le Premier ministre est revenu sur les grandes lignes de sa politique. Il a tenu à rassurer François Bayrou et à donner des lignes claires à ses alliés comme à ses opposants. C'était le cas pour le Parti socialiste qui demandait une clarification concernant la suppression des postes enseignants. Nous n'allons pas supprimer les 4000 postes qui étaient annoncés. C'est la décision... Elle est définitive. Elle est définitive. François Bayrou repris dans le journal de 7 heures de France Inter. Des postes enseignants sauvegardés, donc, on a compris, et cela aidera peut-être ces professeurs d'histoire qui doivent, pour Elisabeth Borne, pouvoir continuer à enseigner librement. La ministre de l'Éducation nationale a déclaré hier, au sujet des 80 ans de la découverte des camps nazis, que l'enseignement de la Shoah devait pouvoir être abordé sans aucune censure. L'école doit être ce rempart d'humanité contre l'oubli de l'histoire et la banalisation de la haine, a-t-elle déclaré, comme nous le rapportent nos confrères du Figaro. Une priorité pour l'éducation nationale, alors qu'un sondage de l'ONG Conference on Jewish Material Claims Against Germany dévoile que 22% des Français n'ont jamais entendu parler des mots Holocauste ou Shoah. Parmi ces 22%, ils sont près de la moitié des Français âgés de 18 à 29 ans. Un chiffre alarmant et qui pourtant contraste avec la réalité de l'enseignement de l'histoire et aussi du traitement médiatique de l'histoire. On écoute Yanis Roder, responsable des formations au Mémorial de la Shoah. Ça se traduit comment très concrètement? Vos élèves vous disent on nous parle beaucoup de la Shoah, mais il faudrait aussi qu'on nous parle de la colonisation, par exemple. Exactement, c'est-à-dire il n'y a pas que les Juifs qui ont souffert. Il y a eu d'autres souffrances. Celle-là, on en parle moins, ou on en parlerait moins. On ne veut pas en parler. Les Juifs parlent trop de la Shoah et pas assez des autres souffrances. Voilà, ce sont des choses qui existent, qui arrivent. Et effectivement, cette idée-là fait qu'on doit réfléchir également à la manière dont on doit parler, notamment de la Shoah, mais également des autres questions qu'on appelle dans l'éducation nationale avec un doux euphémisme les questions socialement vives. Donc il faut absolument aborder ces questions-là de front, vraiment de front. Mais dans les faits, il y a un déséquilibre dans le traitement. Mais non, dans les faits, il n'y a pas de déséquilibre. Je vais peut-être vous surprendre. En troisième, la Shoah, c'est 2 ou 3 heures. Ouais. Voilà, si on fait la décolonisation en partant de la guerre d'Algérie, c'est la même chose, c'est 2 ou 3 heures. Donc voilà, il y a pas de déséquilibre en fait. En revanche, là où il y a un déséquilibre, c'est dans le traitement médiatique, si je peux me permettre. C'est-à-dire que les élèves ont l'impression, et c'est pas faux, qu'on parle beaucoup de l'histoire de la Shoah, et bien plus que de l'histoire de la colonisation ou l'histoire de l'esclavage. Voilà, parce que ça s'est passé en Europe, parce que ça s'est passé chez nous, parce que la France a joué un rôle dans la destruction des Juifs d'Europe, par la destruction d'une partie des Juifs de France. Donc il y a cette responsabilité aussi que porte la France, que porte l'Europe. Et donc ce déséquilibre, il est d'abord, je crois, dans, quand je dis médiatique, c'est culturel aussi, le nombre de films, le nombre de livres, etc. Tout cela, finalement, crée une impression d'omniprésence de la Shoah. C'était Yanis Roder sur France Info. On poursuit avec le volet judiciaire. On en sait plus sur les meurtriers présumés de Elias vendredi dernier pour un vol de téléphone portable. Oui, les 2 suspects de 16 et 17 ans ont été placés en garde à vue hier. L'un a avoué avoir porté le coup fatal à Elias, un violent coup de couteau à l'épaule. Tous 2 étaient déjà connus de la justice. L'un avait fait l'objet d'une mesure éducative judiciaire en décembre 2023 pour des faits de vol et d'extorsion. Et les 2 avaient été déférés le 30 octobre 2024 pour des faits de vol commis avec violence, c'est ce que détaille le parquet de Paris. Les 2 adolescents avaient l'interdiction de rentrer en contact l'un avec l'autre, mais leur famille vivait dans la même résidence, une situation qui avait déjà à l'époque fait réagir les policiers. On laisse faire en espérant que les choses se passent bien. En croisant les doigts, ce n'est pas possible. On ne peut pas attendre que ces jeunes basculent dans l'irréparable. C'est ce qu'a dit Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police, interrogé par France Télévisions. Alors côté politique, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est lui aussi indigné.
Un adolescent de 14 ans est mort sous les coups de couteau de barbares qui voulaient lui voler son téléphone. On ne peut qu'être horrifié par cette violence gratuite, résultat d'une perte de repères et de l'effondrement de l'autorité. Je pense avec émotion à sa famille, dévastée par la perte de leur enfant. Refaire de la France un pays où les parents n'ont plus à craindre de voir leur enfant assassiné pour rien sera un chemin long et difficile. Cela exigera la mobilisation de tous pour tourner le dos à une culture de l'excuse qui a plongé une partie de notre jeunesse dans un profond sentiment d'impunité. Et Bruno Retailleau et Gérald Darmanin qui ont prévu un tour de vis concernant la délinquance et la violence chez les mineurs. Oui, une proposition de loi contre le narcotrafic devrait arriver au Sénat. Et Gérald Darmanin, garde des Sceaux, s'est dit favorable à la comparution immédiate pour les mineurs lors de crimes graves. Alors Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, répondait à Jérôme Chapuis sur France Info, justement à ce sujet. La question, c'est est-ce qu'il faut, comme M. Retailleau, comme M. Darmanin, comme beaucoup d'autres, continuer avec une politique qui est une politique répressive à tout va, ou est-ce qu'il faut enfin remettre de la prévention dans ce pays? Et je le dis parce que, vous rappelez-vous peut-être, il avait été dit que la délinquance juvénile serait une des grandes priorités de cette année. Il se trouve que le 31 juillet, en plein Jeux Olympiques, en plein moment où nous n'avions pas de gouvernement, a été décidé de la suppression de 500 postes de protection judiciaire de la jeunesse, qui sont justement ceux qui permettent d'accompagner les jeunes et de prévenir la délinquance juvénile. Donc, je vais vous dire, nous avons un gros problème sur la question de la prévention. Un enfant ne peut pas être jugé comme un adulte, rappelle Mathilde Panot, en citant la Convention internationale des droits de l'enfant, dont la France est signataire. Alors pour l'heure, la comparution immédiate des mineurs ne figure pas dans le droit français. Délinquance chez les mineurs et également trafic et consommation de drogue. Une proposition transpartisane aujourd'hui à l'Assemblée pour lutter contre la consommation de protoxyde d'azote. Oui, un produit en vente libre que l'on retrouve habituellement dans la cuisine, dans les bouteilles de chantilly par exemple, et dont l'usage est régulièrement détourné, notamment par les jeunes. Et ce n'est pas sans conséquence, il serait 15% des 15-24 ans à avoir déjà essayé, comme ce que raconte cette jeune femme au micro de Christophe Vincent. J'ai essayé qu'une seule fois. C'est comme si on avait fumé beaucoup de cannabis. Ça redescend très vite les effets, j'ai trouvé ça très nul. Je fréquentais un garçon qui est accro. Quand il se faisait contrôler par la police, il pouvait rien lui faire parce que c'était légal. Et c'est super dangereux vraiment. Et il a plein d'amis qui ont perdu l'usage de leurs mains et de leurs jambes où ils sentent plus leurs membres entiers. C'est effrayant vraiment. Il y en a beaucoup qui sont addicts. Une pratique banalisée mais qui ne fait pas pour autant moins de dégâts. Christophe Rioux est addictologue, on l'écoute. Ce sont des états de paralysie. On a des gens qui se retrouvent en fauteuil roulant. Et ça, c'est dû à l'effet toxique du proto. Il abîme les vitamines sont essentielles pour les neurones, et quand il n'y a plus de vitamines, les neurones se détruisent. Ça touche tous les neurones et préférentiellement les neurones des jambes. On pense aussi que ça fait des lésions neurologiques dans le cerveau. Les jeunes sont un peu ralentis et assez indifférents à leurs symptômes. La loi visant à interdire la vente aux particuliers de protoxyde d'azote est donc examinée ce mardi dans l'hémicycle et a pour but de réserver cet achat uniquement aux professionnels de la restauration. Et on termine avec une sortie cinéma, la déclaration d'amour de la réalisatrice Claire Simon à l'école. Ça s'appelle apprendre. Alors, apprendre à vivre ensemble dans une classe, à tisser un lien avec un enseignant. Apprendre aussi à dire ce qui ne va pas, à s'encourager, à s'aider, à se parler. La réalisatrice Claire Simon dévoile aujourd'hui ce documentaire filmé dans une classe d'école élémentaire en banlieue parisienne. On regarde un extrait. Tout le temps, on me parle de toi. Ah ben il a tapé, il a tapé, il a tapé. Mais non, parle avec les gens. Tu es intelligent comme garçon. T'es intelligent ou pas? Moi, je crois que oui, en tous les cas. La moitié de 26, Jean-Baptiste. 13. Excellent, très bien. Commence pas à jouer avec moi, il lève le doigt. La majorité a dit que tu joues pas, donc tu joues pas. On va lever la main les uns après les autres et on s'écoute. Moi, parfois, j'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour avoir confiance en toi? Et je me dis, c'est pas grave si je rate. Tu t'encourages. On peut s'encourager. Doit-on systématiquement suivre les coutumes religieuses? Ça dépend. C'est pas obligé de tout faire. Ta religion, t'as fait un choix, c'est bon, respecte-la. C'est comme ça que tu pratiques la religion, alors 14 prières. Ça se voit que tu fais pas tes prières tous les jours. Voilà, voir l'école sous l'angle de l'apprentissage, du vivre ensemble, de la citoyenneté. C'est l'hymne de l'école de la République, mais avec un œil de documentariste. Apprendre de Claire Simon, ça dure 1 heure et c'est en salle depuis aujourd'hui.
Merci beaucoup Emma. 2001, 2007, 2016, puis 2025, les lois et programmes tardent à être mis en place depuis bientôt 25 ans. Ces 3 cours d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle n'ont eu de cesse de faire parler et il faut pouvoir encore démêler le faux du vrai. Alors en quoi cela consiste et quelle urgence pour ce programme? On en parle avec nos invités. Après des mois de controverses, le premier programme scolaire dédié à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, dite EVARS, arrive à l'une des dernières étapes de son élaboration. On croise les doigts, son examen devant le Conseil supérieur de l'éducation est prévu le 29 janvier. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Clémentine Deniol. Bonjour. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure en biotechnologie, intervenante en éducation à la sexualité, sexologue spécialisée de l'adolescence, animatrice radio, multitâche, ambassadrice Armolib. On va parler bien sûr de tout ça avec vous. Également, Charlotte Desmonté, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous par Skype. Vous êtes psychologue et sexologue. Donc ces fameux programmes, on en a beaucoup parlé. Un petit mot quand même. Les procès dits de Mazan se sont terminés il y a un mois. Et parmi toutes les questions soulevées par les atrocités vécues et subies par Gisèle Pelicot, eh bien, il y a la notion du consentement. Est-ce que c'est véritablement, Clémentine Deniol, pour vous le premier renseignement pour les enfants, la notion de consentement ? Tout à fait, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, tous les ans. Moi, je sais que dans le lycée dans lequel j'interviens et dans lequel je suis, c'est l'atelier principal qu'on fait passer à tous les élèves, l'atelier sur le consentement, pour qu'ils prennent vraiment conscience de ce que c'est. Principal, non pas parce que l'actualité, mais mais surtout parce que ça veut dire quand même, et c'est là où c'est bien grave, je vais vous faire réagir à ça, Charlotte Desmonté, c'est-à-dire qu'avant un non, vous voulez peut-être éventuellement dire oui, mais pas forcément non. Alors, a priori, quand même, enfin, ça, c'est... Comment dire? Peut-être que les films porno peuvent influencer ça. En tout cas, c'est souvent dans les films pornographiques qu'on peut voir que le non pourrait être potentiellement un oui. Pour autant, là, la question du consentement, elle est claire quand même. Quand une personne n'est pas d'accord, enfin, il n'est pas censé y avoir de comportement sexuel, de relations sexuelles. Donc, le consentement, quand même, il est assez clair. Par contre, c'est une notion qui est assez complexe, puisque pour pouvoir donner et puis parler de consentement, c'est important que les enfants et les adolescents soient en capacité d'identifier leurs émotions, d'identifier les émotions des autres. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir aussi donner plein d'outils aux enfants et aux adolescents pour qu'ils puissent bien comprendre aussi ce que c'est. Alors le consentement, c'est effectivement très global. Vous dites que oui, a priori, ça paraît assez logique, manifestement pas forcément, puisqu'il faut revenir dessus. Donc on voit bien que c'est pas si clair, y compris dans sa propre famille. Et malheureusement, là, on parle d'inceste aussi. Ces chiffres qui sont terribles en France sur l'inceste, est-ce que c'est aussi un moteur pour l'établissement de ce programme, Clémentine? Alors moi, c'est mon premier moteur pour moi par rapport à ce nouveau programme, parce que ça prend enfin en compte la maternelle. Donc on est sur la vie affective et la première prière, c'est vraiment la prévention autour de l'inceste et l'inceste adelphique. Donc entre frères et sœurs, pour ceux qui ne seraient pas au courant, parce qu'on dit quoi à un enfant? On lui dit aucun adulte a le droit de te toucher, mais on dit jamais aucun autre enfant. Et donc moi vraiment, c'est pour moi le fondement de ce nouveau programme, c'est qu'on va enfin pouvoir avoir le droit légitimement de parler aux enfants de prévention de l'inceste. Et donc ce programme, il est vraiment très important là-dessus pour moi. Prévention de l'inceste, oui, effectivement, pour les enfants, pour tous ceux qui sont si fragiles, finalement, parce que c'est évidemment terrible, peu importe l'âge, mais on se doute qu'à 12 ou 14 ans, peut-être que la parole, les réseaux sociaux, les médias ont pu déjà parler largement à ces enfants-là, alors qu'un enfant de 3-4 ans, forcément, il est d'autant plus fragile face à tout cela. Il ne sait pas, en plus, il ne sait pas que c'est pas bien, il connaît même pas les parties de son corps. Encore aujourd'hui, on n'appelle toujours pas par des vrais noms. Donc on est toujours avec des petits mots, je ne sais pas si on peut les dire comme ça, mais avec des petits mots. Là, l'important, c'est que les enfants connaissent les parties du corps, que qui a le droit de les toucher et qui ne peut pas les toucher. Et voilà, parler aussi entre enfants que c'est interdit, entre frères et sœurs, cousins, toutes ces choses-là. On va bien sûr parler de ce programme et on va le décortiquer dans tous les sens, toutes les trois, avec joie, et tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Charlotte Desmonté, juste, j'aimerais revenir quand même sur... Ça fait depuis 2001 qu'on parle de ces programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, donc bientôt 25 ans quand même qu'on débat sur ce sujet, qu'il y ait des discussions dans tous les sens en fonction des appartenances politiques, des côtés peut-être
peut-être conservateurs aussi, des familles qui ont peur de ce qu'ils vont retrouver dans ces cours-là, puis les professeurs un peu démunis face à ce qu'ils ont à faire devant les élèves. Comment expliquer que, malgré l'appui des politiques, que cette loi ne soit pas du tout appliquée, mais du tout, clairement, enfin, elle a été faite peut-être dans 10% des établissements depuis 2001. Alors après, c'est vrai qu'il y a des établissements qui en font, mais peut-être pas comme c'est prévu par la loi, c'est-à-dire 3 interventions normalement par an, par classe d'âge. Alors, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que la sexualité, elle reste quand même taboue dans notre société. Je pense qu'on mélange aussi un petit peu la question de l'éducation à la sexualité et en fait l'éducation à la vie affective et relationnelle avec les enfants, où il y a beaucoup de représentations des parents sur la question de ce qu'on va aborder avec leurs enfants par rapport à la sexualité, alors qu'effectivement, au départ, on est sur nommer les parties du corps, sur aborder la question du consentement, des émotions, etc. Et puis, en tant que professionnel, en fait, on est très, très peu formé dans nos formations initiales. On a peu de formation sur ces questions-là. Et donc, forcément, quand on est prof, c'est pas non plus dans nos missions peut-être de base, on va être prof d'SVT, de techno, etc. Et ça va être compliqué, il va falloir des formations complémentaires pour pouvoir proposer aussi cet accompagnement aux adolescents, parce que faire l'éducation à la vie affective et sexuelle, ça nécessite aussi de se former pour avoir des repères et pouvoir les proposer aux jeunes. Bien sûr, on va y venir sur la formation, bien entendu, sur l'aspect, encore une fois, politique. Et c'est ce qui m'interroge aussi beaucoup. J'aimerais votre sentiment, Clémentine Deugnol, sur cette façon d'illustrer à nouveau les manquements de la protection de l'enfance, le fait que cette loi existe. Elle a été amendée plusieurs fois. Il y a eu 2007, il y a eu 2016. On y revient maintenant. Toujours pas appliquée. Alors moi, je sais que dans les établissements scolaires, très souvent, il n'y a pas de budget pour pouvoir payer les personnes qui seraient d'accord. Tout le monde ne peut pas intervenir dans les lycées, dans les collèges, c'est très particulier, il faut des agréments pour que les associations aient le droit de venir. Les professeurs qui sont formés dans les lycées, parce qu'on a la chance quand même d'avoir des formations, donc en tant que prof, exprès sur l'éducation à la sexualité, on a de plus en plus des groupes de travail j'en fais partie, donc je le sais, c'est pour ça, où on essaie de former le maximum de personnes sur la base du volontariat. Mais après, il faut qu'il y ait des trous dans les emplois du temps, il faut que les proviseurs, il faut que les principaux veuillent bien les mettre en place. Et c'est là où des fois que ça bloque, parce qu'ils ont peur aussi des parents, ils ont peur, certains sont très réfractaires. Et après, on en revient toujours un peu à la même chose, des budgets. Il faut du budget pour le matériel, il faut du budget pour avoir du temps pour payer les intervenants, les professeurs qui sont d'accord de le faire. Parce qu'on en a plein de bonne volonté, il y en a beaucoup de gens qui sont vraiment partants pour faire des choses. Mais des fois, c'est compliqué parce que les directions peuvent être plus ou moins d'accord de les mettre en place. Alors, ces cours, on va rappeler quand même qu'ils n'enseignent pas les pratiques de la sexualité, et c'est peut-être bon de le rappeler pour tous ceux qui en ont peur. Ces cours, au départ, permettent surtout de limiter, et c'est important, je pense, de le dire, déjà les grossesses non désirées au départ, et ce qu'on appelle maintenant les IST, qu'on appelait avant les MST, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles. Tout à fait. Donc moi, je ne vais pas dire des cours, je vais plutôt dire des ateliers ou du temps. Parce que des fois, on dit séance, donc on est sur des séances. Donc des fois, ça peut être une après-midi où on peut mettre en place un forum dans des établissements avec plein d'associations, plein de gens qui viennent expliquer des choses. Mais oui, on fait donc tout ce qui est autour de la prévention, donc autour des IST, prévention grossesse, avec tous les moyens de contraception. On peut tous leur montrer, on peut échanger avec eux, leur expliquer l'intérêt à chaque âge et à chaque moment de la vie. Et après, expliquer tout ce qui est autour de l'avortement, malheureusement, quand ils doivent en arriver là. Donc on peut tout expliquer et c'est intéressant. Également, évidemment, la lutte contre les violences physiques et sexuelles, et c'est important de le rappeler, Charlotte Desmontet, et contre les discriminations, parce que ces cours servent à ça en priorité. Effectivement, ça va être important de faire de la prévention des violences sexuelles, sexistes et plus largement des violences. C'est pour ça d'ailleurs que en tant que membre de la Fédération française des CRIAF, donc qui sont les centres ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles, on fait énormément de prévention, et notamment là en ce moment avec l'éducation nationale, on est en train de faire une recherche nationale sur l'implémentation d'une boîte à outils qui a été créée par le CHU de Montpellier, notamment le CRIAF de Montpellier, pour faire de la prévention des violences sexuelles et sexistes pour les jeunes de 5 à 18 ans. Et donc là, nous, on va faire une recherche nationale auprès des collèges pour voir justement quelle incidence peut avoir la mise en place de cet outil-là. Et donc, on est en train de former de nombreux professeurs qui sont en train de mettre en place là justement cet outil-là et ces différentes fiches thématiques qui viennent travailler, notamment aussi sur le savoir-vivre ensemble, sur les habiletés psychosociales, puisque l'idée, c'est d'aider aussi les ados
à savoir bien communiquer, avoir une pensée critique, être capable de résoudre des problèmes et de gérer des conflits, ça va être vraiment des points importants aussi. Cette notion de respect, bien sûr, aussi peut-être d'empathie, de bienveillance, quand on parle, surtout quand on est dans une logique, en l'occurrence là, de vie relationnelle. Donc relationnel, c'est aussi l'amitié, c'est le rapport à l'autre, c'est pas forcément sexuel, encore une fois. Donc c'est aussi le sentiment, c'est aussi plein de choses. Peut-être rappeler tout cela avant de pouvoir entrer dans le dur, si je peux me permettre. Complètement. D'ailleurs, les principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité viennent remettre ça vraiment au cœur de la prévention et l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et effectivement, on a tendance à rester sur cette notion de risque sur attention aux IST et aux grossesses, alors ce qui va être très très important effectivement, mais ça va être aussi de plus largement aborder la question des relations à l'autre, les relations dans la famille, les amitiés, les relations amoureuses, la question aussi de l'usage du numérique, puisque ça est aussi au cœur de plusieurs problématiques. Et puis plus largement du comportement sexuel, de la puberté, des émotions. Et donc on se rend compte que c'est très très large. Et parmi toutes ces notions, parfois peut-être qu'on se centre un peu trop sur les risques et pas sur l'importance de la santé sexuelle et des aspects positifs de la sexualité. Alors on l'a dit, les grossesses non désirées, évidemment les IST, les violences physiques, sexistes, les discriminations, le consentement, autant de notions qui sont essentielles bien sûr. Qu'est-ce qui pêche? C'est la question qu'on s'est posée parce qu'avec autant de temps pour pouvoir établir ce programme-là, en espérant qu'il soit enfin examiné positivement devant le Conseil supérieur de l'éducation le 29 janvier, mais qu'est-ce qui pêche selon vous, Clémentine Degneul? Est-ce que déjà, quand on a parlé de théorie du genre, ça a été tout de suite un frein à la fois idéologique et peut-être Là, ça vient d'être amené sur le tapis d'un point de vue que c'était un frein. Moi, depuis 1 an que j'ai la chance d'avoir accès à ce programme, à aucun moment, nous, dans notre milieu, ça a été un frein. Au contraire, on essaye d'ouvrir, on parle de bienveillance, on essaye vraiment d'éduquer les jeunes à la bienveillance à autrui et d'expliquer qu'il y a des personnes qui sont juste différentes. Et donc moi, je ne veux pas du tout que ça soit un frein. Mais ça vient des parents dans ces cas-là? Ça vient de qui alors? Parce qu'on voit bien que ça a été compliqué quand même dans l'écriture. Ça a été compliqué dans l'écriture parce qu'il y a des parents, il y a des associations militantes. On a aussi toutes les associations anti-IVG. On en a plein qui sont sur nous. On en a beaucoup qui sont des intégristes, comment je pourrais le dire softement, religieux, on va dire. On en a beaucoup qui n'acceptent pas ces cours-là, qui ne veulent pas que ça soit mis en place. Et je sais que moi, quand il y a eu l'hommage à Samuel Paty, quand j'ai dit à mes élèves que les dessins dans mes cours étaient au même niveau pour certaines personnes, et bien là, ça a fait réagir en disant que ce sont des dessins de vulve, de pénis, que c'est l'anatomie. Et c'est aussi compliqué de pouvoir aller plus loin. Et des fois, il y a des familles qui sont très réfractaires. Après, moi, j'ai la chance d'être en lycée professionnel et les parents sont plutôt assez ouverts et assez contents qu'on puisse accompagner les jeunes dans ces démarches-là. Moi, j'ai la chance, à la fin de mes cours, les jeunes y restent et ils me posent des questions. Alors forcément, la question aussi, c'est qu'à partir du moment où on discute avec les parents et on leur explique ce qu'il y a dans ces contenus-là, est-ce que tout d'un coup, le calme revient? Est-ce que tout d'un coup, ils sont beaucoup plus tranquilles? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en plus, l'intérêt du nouveau programme, c'est que ça va être écrit noir sur blanc. Il va y avoir un cadre qui définit en quelle classe, on fait quoi, comment, avec qui, quel support. Il y aura des vrais textes, comme ça il n'y aura plus de vous faites n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez. Non, il y aura un vrai cadre qui va vraiment définir auprès des parents et auprès de toutes les associations qui sont réfractaires. Voilà, c'est le cadre. Maintenant, on a une loi derrière nous, il faut l'appliquer. Donc, Charlotte Desmonté, ça veut dire que, par exemple, pour les classes de maternelle ou si on est peut-être au primaire, qu'est-ce qu'on va aborder en priorité? La notion du consentement, vous l'avez dit, peut-être déjà? Alors, on va, je pense aussi aborder la question déjà de base des émotions parce que ça va être vraiment un outil central pour les enfants pour se repérer et pour pouvoir entrer en relation avec les autres. Et ça va être ça, je pense, l'importance des éléments en maternelle et en primaire, d'identifier quelles sont ces émotions, comment on peut les gérer, comment quand on se sent pas très bien, on peut en parler. Donc du coup, bien identifier aussi les personnes ressources, les adultes qui vont être ressources, ne pas garder pour soi peut-être des secrets qui sont difficiles à garder, qui nous font nous sentir mal, etc. Et donc du coup, il va falloir bien identifier ces émotions pour ça. Ça va être important aussi de pouvoir aborder les notions du corps, les différentes parties du corps, les parties intimes, de savoir aussi qui peut toucher ou non ces parties intimes, leur donner en fait des repères pour bien grandir, pour pouvoir dénoncer des choses si à un moment donné ils sont en difficulté ou si on leur fait du mal.
Et puis après, de pouvoir justement mieux vivre ensemble, mieux communiquer et mieux être outillé, aller sur quelque chose quand même du côté du positif et ne pas non plus leur faire peur tout de suite avec toutes les violences sexuelles sur les questions de l'inceste, etc. On va déjà leur donner plein d'outils pour qu'ils soient en capacité d'identifier les situations qui sont problématiques, pouvoir en parler avec des personnes ressources et pouvoir communiquer sur leurs ressentis et bien identifier aussi ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Nommer les parties intimes, vous faisiez allusion à cela tout à l'heure, avec les petits noms, etc. Est-ce qu'on va continuer là-dedans ou on va être beaucoup plus scientifique? On va essayer d'être un peu plus scientifique et d'appeler une vulve, parce que c'est le vrai mot. Les 3 niveaux qui vont être mis en place, en fait, c'est les mêmes, que ce soit en maternelle, primaire, collège et lycée, mais ils vont être totalement développés, en fait, à chaque fois. Par exemple, en maternelle, on est vraiment sur se connaître, vivre et grandir avec son corps. Et en fait, on va juste au départ le présenter. Des choses très simples, avec des dessins et des planches anatomiques adaptées à des élèves, donc à des enfants entre 3 et 6 ans, vraiment très très adaptés. Et en fait, plus ça va évoluer, plus on va y aller. Par exemple, vous demandiez en primaire, on va commencer à parler de la puberté vers CM1, CM2. Tout ça, c'est cadré, parce que de plus en plus, on a des jeunes filles qui sont menstruées de plus en plus jeunes. Oui, mais ça faisait débat, ça, justement. Alors là, ça revient effectivement dans ce programme-là, mais ils voulaient le retirer. Pourquoi? Qu'est-ce qui faisait pourquoi ça faisait défaut de parler des règles? C'est gênant? Mais c'est toujours gênant de parler des règles. Quelle question? On est quand même dans un milieu assez patriarcal. La femme n'est pas forcément... Si les hommes avaient leurs règles, comme on dit. Mais moi, je suis pour, parce que de plus en plus, là, je vois mon fils, il a 10 ans, il y a des élèves de sa classe en CM1, ils avaient déjà leurs règles. Et mon fils a dû expliquer à ceux de sa classe comment ça se passait, parce que personne encore n'en avait expliqué au sein de leur école. Il est à l'aise? Totalement. C'est mon fils. C'est mon fils. Mais j'ai la chance que la directrice de l'école est d'accord qu'on puisse peut-être essayer de mettre en place des choses. Alors, il y a des cours, évidemment, où on apprend, par exemple, à mettre un préservatif. Forcément, on peut se poser la question de savoir si c'est bien que ça soit fait au sein de la classe, parce qu'il y a certains élèves qui sont gênés par rapport à ça. Gênés entre eux, gênés face à eux, gênés par rapport à l'institutrice, ou à la maîtresse, ou au maître en question. Est-ce qu'il faut maintenir ça ou pas? Moi, je suis pour le maintien, parce que ça fait 20 ans que je suis prof et 20 ans que je le fais. Ouais. On a des supports exprès, des supports phalliques en polystyrène, en silicone, des choses assez exceptionnelles maintenant qu'on peut vraiment présenter. Ça leur montre vraiment comment est-ce qu'on les met. Parce que malheureusement, des fois, ils en mettent 2. On leur explique qu'il ne faut pas mettre de plastique. Et en fait, moi, j'ai jamais eu de malaise. Que ça soit des classes mixtes, des classes que de garçons, des classes que de filles. Au contraire. En plus, on peut leur en donner. Ils viennent de l'infirmerie du lycée. Ils sont ils sont ouverts vraiment, et c'est important qu'on leur montre comment vraiment ça fonctionne, quand on leur montre tous les moyens de contraception, et ils touchent, ils regardent, ceux qui veulent, ils peuvent, ceux qui ne veulent pas, on ne force personne. Quand on met à la fin de la sortie d'un atelier une petite panière avec les préservatifs, ils prennent ou pas, selon leurs convictions, selon leur religion, sur tout ce qu'ils veulent. On force jamais personne à participer. Si un enfant est mal à l'aise, Charlotte Desmonté, pendant justement ces fameux ateliers, cours, séances, on appelle ça comme on veut, est-ce qu'il a le droit de sortir de la classe, par exemple, en disant « écoutez, moi, je suis pas très à l'aise ». Si ça devient trop compliqué, effectivement, ça peut être à un moment donné un besoin qu'il exprime, et donc je pense que c'est important de l'écouter. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'être deux quand on aborde ces sujets-là, parce qu'un autre professionnel, du coup, peut accompagner le jeune et peut-être discuter avec lui, parce qu'effectivement, plus on avance en l'âge et plus on va aborder des thématiques qui sont difficiles, et potentiellement, il y a des jeunes qui peuvent prendre conscience aussi qu'ils sont victimes de violences à la maison, victimes d'inceste, et du coup, c'est plus gérable dans le groupe classe, donc c'est important de pouvoir aussi leur laisser cet espace-là, mais de ne pas les laisser tout seuls non plus face à tout ça. C'est là où effectivement l'importance de la formation revient, c'est-à-dire qu'effectivement repérer aussi un jeune qui va faire remonter des choses pendant ses séances, qui a besoin de communiquer, de parler. La vraie question, c'est qui pour se charger de ces fameux cours? Alors évidemment, vous êtes toutes les deux formidables, je le vois bien, et puis impliquées, mais est-ce que vous avez le droit d'intervenir dans les établissements, ou est-ce que les établissements font appel d'office à des personnes extérieures, Charlotte Desmonté, ou est-ce que eh bien, c'est aux professeurs, donc maîtres, maîtresses et enseignants, de se former eux-mêmes? Alors, ça dépend des structures, mais effectivement, ça va être important que les professeurs puissent se former pour mieux identifier aussi et pouvoir répondre aux questions des jeunes. Et parce que là, dans les programmes qui vont être proposés,
ça va être les profs qui vont devoir initier les choses avec les élèves. Après, ça peut être aussi intéressant qu'il y ait des personnes extérieures par moment, notamment le planning familial, etc., qui ont aussi l'habitude de ces interventions-là, qui peuvent être complémentaires. Et puis, par exemple, là, je vous parlais de la boîte à outils, la boîte à outils pour faire de la prévention des violences sexuelles et sexistes. Dans ces fiches thématiques qui sont proposées aux professeurs, donc les profs sont formés à l'outil et 134 fiches thématiques pour aborder différentes notions, avec des fiches aussi où il va y avoir un petit point d'exclamation qui va permettre d'expliquer qu'attention, certaines fiches peuvent amener à des révélations et donc du coup, il va falloir être plus prudent. Mais c'est sûr que la formation va être vraiment primordiale sur qu'est-ce qu'on fait si on a une révélation d'un élève, quelle est la place de l'information préoccupante, du signalement, comment on gère ça dans l'institution. Et ça, c'est des vraies questions, je pense, à se poser aussi en amont, de mettre en place aussi l'éducation à la vie affective et sexuelle de manière plus spécifique et en fonction aussi des thématiques qu'on va aborder, pour outiller vraiment un maximum les professionnels pour qu'ils puissent se sentir en sécurité quand ils proposent aussi ce genre d'atelier finalement. Savoir former, savoir s'informer aussi, c'est très important. Est-ce que les jeunes sont plus informés, dirons-nous, que notre génération ou celle d'avant, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, selon vous? Alors, à mon avis, il y a beaucoup de travail pour désinformer. Parce que le gros problème vient des réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, un enfant sur 2 avant 11 ans a été exposé à des images pornographiques. Donc, c'est pas de son choix. Il a été exposé. Et très souvent, il faut déconstruire ces images-là. Il faut déconstruire une sexualité qui a été imposée en les voyant. Tout ce qui est sur aussi maintenant les plateformes payantes, tous c'est leurs anciens Instagrammeurs qui deviennent des acteurs porno, des choses comme ça. Et les jeunes, ils ont des notions qui ne sont pas les bonnes. Donc je sais que je travaille beaucoup avec beaucoup d'autres professeurs sur la représentation faussée des appareils génitaux. Parce que des fois, on leur explique qu'il y a autant de visages, qu'il y a autant de pénis, que de vives différentes. C'est important de faire passer ces messages-là et de leur remettre aussi l'amour, les belles histoires. À notre époque, on en faisait un smack et on était en couple. Aujourd'hui, ils ont des rapports sexuels, mais ils ne sont pas en couple. Ils peuvent être en couple sans s'être touchés aussi. Bien sûr, évidemment. Non, mais faut le rappeler. Tout ça, c'est vrai qu'on peut le retrouver dans un podcast que vous menez, qui s'appelle Clémentine vous écoute, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, qu'on peut retrouver sur YouTube, j'imagine. Sur Spotify, YouTube, un peu partout, où vous racontez justement, vous déconstruisez ce qu'est la sexualité, ce que sont les rapports humains, tout simplement, et le lien à l'amour. Merci à toutes les deux d'être venues sur le Grand JT de près de loin. Juste un tout petit point, un dernier, parce qu'on a parlé évidemment des procès de Mazan et la soumission chimique de manière générale. Dans les soirées, quand vous sortez, pour fermer les verres, les gobelets, voilà, il y a ces petites choses-là, mais vous le direz beaucoup mieux que moi. On les met, on inclut la paille, pouf, et on ne peut rien mettre dedans. Pareil pour ça, c'est ça? Tout à fait. Ceux-là, on les a eu donc en festival, qui sont exprès extensibles pour pouvoir les mettre dessus. On peut boire juste avec le petit bec. Un peu plus joli, des petits porte-clés. Donc là, c'était la marque Safe Cup, My Safe Cup, qu'on peut mettre en porte-clés, on met dessus. Et comme ça, au moins, personne ne peut mettre des drogues ou autres produits. C'est la capote des verres. Tout à fait. On peut parler de capote en général. Voilà. C'est pas suffisamment grand, on peut se dire clairement, mais pour un verre, ça marche. Voilà. Ça suffit. Donc, merci beaucoup à vous, Clémentine Daniel. Merci également, Charlotte Desmonté, d'avoir participé au Grand JT. On va marquer une courte pause et on se retrouve. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAC sur School TV. Sur ce plateau, on met en lumière l'éducation dans les territoires et toutes les politiques locales. Chaque jour, on reçoit des élèves, des parents, des collectivités qui viennent nous conter leurs actions en faveur de l'école et de la jeunesse. Le MAC sur School TV, c'est tous les jours. Je compte sur vous. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Ariel Fragerman. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en psychiatrie et en neurobiologie, psychiatre au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, chercheur associé à l'INSERM et membre de la fondation Fondamental. La santé mentale, on en parle évidemment, érigée en grande cause nationale pour l'année 2025. Ça veut dire qu'il y a urgence, docteur? Alors oui, il y a urgence, mais il faut comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il faut différencier santé mentale et troubles psychiatriques, la santé mentale étant plus étendue que simplement les troubles psychiatriques, puisqu'elle comprend aussi la notion de bien-être.
Si on prend la question des troubles psychiatriques, on a constaté une augmentation importante, et notamment chez les plus jeunes. Alors, c'est quoi les plus jeunes? C'est toujours la question. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les données de la littérature, un quart des troubles psychiatriques débutent avant l'âge de 15 ans, la moitié des troubles psychiatriques débutent avant l'âge de 15 ans, et 3/4 des troubles psychiatriques débutent avant l'âge de 25 ans. Ce qui veut dire que dans la période 15-25 ans, c'est un quart des troubles psychiatriques qui vont débuter. Notamment, ce qui va être la dépression, les troubles anxieux, le trouble bipolaire, la schizophrénie et les psychoses, de manière plus générale, qui débutent en général entre 15 et 25 ans. Si on l'élargit à la santé mentale en général, on ajoute quoi alors en ce cas? Ça va être plus la notion de mal-être, de stress qui va se rajouter à ça. Oui, on peut distinguer justement, pour ceux qui nous regardent, les troubles anxieux du mal-être? Alors oui, c'est important en effet, c'est-à-dire pour pouvoir parler tous de la même chose quand on fait de la recherche, quand on travaille en psychiatrie, on a des classifications. Il y a 2 classifications internationales qu'on utilise, celle de l'OMS, qui est la classification internationale des maladies, qui ne comprend pas seulement les maladies psychiatriques, mais toutes les maladies, et la classification américaine, ce qu'on appelle le DSM, et on en est actuellement à la 5e édition. Et donc pour parler d'un trouble psychiatrique, il faut que les critères soient présents. Et c'est ça qu'on regarde dans les études, c'est-à-dire qu'on va vérifier si les patients répondent bien aux critères pour poser le diagnostic de trouble. Alors évidemment, les critères, on imagine qu'ils sont extrêmement nombreux. Vous parlez des 5 critères en l'occurrence, mais il y a énormément de troubles psychiatriques en général. Quels sont les troubles psychiatriques en l'occurrence qui atteignent les plus jeunes dont on parle, c'est-à-dire les moins de 25 ans? Alors, il y a 2 choses. Il y a d'une part ceux qui vont se débuter très tôt, qui sont les troubles neurodéveloppementaux, troubles du spectre autistique et troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Ceux dont on parle plus, ça va être les troubles anxieux, qui sont assez fréquents, et les troubles dépressifs. Qui sont plutôt liés effectivement à cette société ambiante, qui sont liés à la crise du Covid. Quelles sont toutes les grandes, entre guillemets, motivations, en tout cas causes, raisons qui ont fait qu'on a vu cette dégradation se notifier? Alors 2 choses. D'abord, en psychiatrie, on est toujours dans une interaction gène-environnement. C'est-à-dire on a notre patrimoine génétique qui va entraîner certaines vulnérabilités et l'impact de l'environnement qui vont entraîner le début de la maladie. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est une erreur de croire que ça a commencé avec le Covid. Et justement, notre collègue, le professeur McGorry, qui est un grand chercheur australien spécialiste justement de la santé mentale des jeunes et de l'intervention précoce, a montré dans un papier qui est sorti récemment que l'augmentation des troubles psychiatriques avait commencé avant le Covid chez les jeunes, et il date ça du début des années 2010, avec évidemment un focus sur la pandémie et les confinements qui a entraîné une augmentation des troubles psychiatriques chez les jeunes. Alors nous, on a des données françaises. Par exemple, Santé publique France fait tous les 4-5 ans un baromètre santé. Et ce qu'on constate, c'est que chez les 18-25 ans, la prévalence de la dépression a doublé entre 2016 et 2021. Sachant que le Covid a démarré en mars 2020. Voilà. Donc le problème, c'est que comment on prend en compte ces chiffres? Est-ce qu'il ne serait pas peut-être important de diviser en fait entre 2016 et 2020, puis 2020-2021? Puisque moi j'ai des chiffres sous les yeux qui sont un petit peu quand même à nuancer, puisque l'équipe du professeur Delorme à l'hôpital Robert Debré a montré qu'il y avait une diminution des tentatives de suicide pendant le confinement, puis en revanche une augmentation très importante entre 2020 et 2021. Alors c'est vrai. Donc et ça, c'est pas spécifique à la France. Donc les chiffres du professeur Delorme, c'est sur l'Île-de-France, puisque c'est les données de la PHP. Mais en Angleterre, ils ont montré la même chose. C'est-à-dire que pendant le confinement, les gens étaient regroupés chez eux, et c'est après qu'on a un peu l'impression d'avoir une augmentation importante des troubles. Sauf que ce qu'on constate, c'est que ça perdure depuis le Covid. Et qu'on n'est pas revenu à la situation d'avant la pandémie de Covid-19. Donc en effet, il y a une acutisation au moment du Covid qui a entraîné une augmentation des troubles psychiatriques chez la population jeune, donc chez les 15-25 ans. Mais depuis 2010, vous disiez que c'était très important. Alors qu'est-ce qui a fait parce que ça, c'est des données où il y a un peu plus de pays comme l'Australie, les États-Unis qui ont montré ça. Et alors, la question, c'est à quoi c'est lié? Donc, c'est pas unifactoriel. Et dans son papier récent, le professeur McGorry met en avant plusieurs facteurs. D'une part, le réchauffement climatique, avec l'éco-anxiété. D'autre part, il y a la paupérisation des plus jeunes. Et il met notamment en avant aux États-Unis et en Australie l'explosion des frais de scolarité qui ont pu entraîner ça. L'augmentation aussi très importante du coût de l'immobilier, ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué pour un jeune actuellement d'acheter maintenant qu'auparavant. Sans parler d'acheter, même de se loger tout simplement. Voilà, de se loger.
Si on prend, parce que tous les arguments que vous exposez là sont des arguments mondiaux, mais si on se réfère à la France, tout est valable dans ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on peut prétexter les mêmes raisons aujourd'hui, non? Alors, oui, mais ce qui est important, c'est justement de ne pas regarder que dans un seul pays, parce que déjà, on n'a pas beaucoup de données sur la France. Donc, si on veut avoir des choses un peu plus fiables au niveau scientifique, c'est bien de pouvoir mettre en commun les données de différents pays et qui vont à peu près toutes dans le même sens. D'accord. Donc là, clairement, on est face à une situation qui, a priori, est assez préoccupante. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui pour des parents ou pour des membres de la communauté éducative afin de, si on peut, déceler les premiers signes inquiétants chez un enfant ou un élève? Je pense qu'il y a deux choses. D'une part, il ne faut pas surpsychiatriser les situations. C'est normal d'avoir des moments où on n'est pas bien. Et ce qui est important de noter, c'est que la différence entre ne pas se sentir bien et avoir un trouble psychiatrique, parce que la différence entre santé mentale et trouble psychiatrique, il y a plusieurs facteurs. D'une part, il y a la question de rupture avec l'état antérieur. Donc on n'est pas sur une continuité, on est vraiment sur une différence. D'autre part, il faut que ça dure suffisamment dans le temps. Par exemple, pour la dépression, il faut que les symptômes soient présents pendant au moins 2 semaines. Et après, donc qu'est-ce que c'est cette rupture avec l'antérieur? C'est être un isolement social, c'est-à-dire il va se couper de ses proches et il va préférer rester seul chez lui. Ça va être des pleurs plus fréquents, ça va être plus d'irritabilité, ça va être des troubles du sommeil, ça peut être des modifications au niveau de l'alimentation. Donc c'est un ensemble de critères. Mais c'est souvent masqué, on le voit chez les jeunes, cette dépression. Oui, en effet, c'est ce que disent nos collègues pédopsychiatres, c'est que chez l'adolescent notamment, ça peut se présenter différemment. Donc ce qu'on appelle la dépression masquée, ça peut être différentes formes. D'une part, ça peut se présenter plus sous la forme d'une colère ou d'une irritabilité. D'autre part, ça peut être des douleurs aussi qui vont persister longtemps. Mais dans tous les cas, il va y avoir un retentissement sur d'autres aspects de sa vie, sur ses relations sociales, sur ses études. La chute des notes, c'est souvent un bon indicateur. Ça peut être aussi la consommation de toxiques, avec un début de consommation, tabac, alcool, cannabis. Donc ça, c'est un ensemble de facteurs. Et nous, ce que nous disent souvent les parents, c'est qu'ils sont un peu démunis face à ça. Ils ne savent pas vers qui se tourner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a quand même des structures pour ça. D'une part, il y a les maisons des adolescents. Ça, il y en a sur tout le territoire. Il y a les centres médico-psychologiques pédiatriques pour les enfants et adultes en psychiatrie, c'est à partir de 15-16 ans. Donc, c'est un peu différent. Mais pardon de vous couper, docteur, mais tout ça, je l'entends, est formidable que ça existe, bien entendu, on les remercie 1000 fois. Mais c'est vrai qu'un adolescent qui est mal, souvent, il ne sait pas toujours qu'il est mal, souvent, il ne sait pas à quel point il est mal, il ne peut pas vraiment le décrire, ou en tout cas, la parole n'est pas libérée, c'est difficile d'en parler, c'est souvent tabou, même pour un enfant, d'en parler à un autre de ses camarades. Donc, de faire la démarche d'aller dans ces maisons d'adolescents, est-ce que vraiment elle se fait naturellement? Alors, les maisons d'adolescents, c'est un peu plus large que simplement trouble psychiatrique, c'est santé mentale de manière globale. Oui, vous avez raison. C'est pas le cas, et c'est pour ça que on a investi les réseaux sociaux et Internet. Parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que les jeunes, ils sont souvent avec un téléphone portable, avec un smartphone, et ils peuvent aller sur Internet. Et c'est un peu tout l'enjeu, c'est que les éléments qui vont en premier sont ceux des professionnels de santé. Donc il y a des sites très bien faits qui existent pour ça. Il y a Nightline, qui est une association privée à but non lucratif, qui a fait un kit de santé mentale, qui a fait un recensement des structures, qui a des questionnaires. Il y a Santé Psy Jeune, qui est développé par le réseau Transition et l'Institut Psychiatrie du professeur Krebs, avec des brochures en plus très bien faites et qui ont été conçues avec la Maison Perchée, c'est-à-dire la Maison Perchée, ce sont des patients, c'est une association de patients, de manière à ce que ça soit compréhensible par des adolescents, que ça leur fasse pas peur et que ça leur explique un petit peu les symptômes par rapport à ça. Est-ce qu'ils peuvent avoir peur tout simplement aussi de la situation dans laquelle ils vont pouvoir être pris en charge? Je m'explique, lorsqu'on se dit, bon, manifestement, ça ne va pas, je ne me sens pas bien, je viens de regarder effectivement les images sur les réseaux sociaux et je me reconnais dans cet enfant-là ou ce jeune-là. Ensuite, la démarche, elle est compliquée. Consulter un psychiatre, dire à ses parents, il faut que je consulte, est-ce qu'on n'est pas encore dans une autre démarche importante et plus compliquée? Alors oui, c'est pour ça qu'il y a d'autres étapes. Par exemple, Nightline, ils ont une ligne d'écoute téléphonique qui fonctionne le soir, en plus, donc entre 21h et minuit. Donc, ce qui est facile d'accès. Il y a gratuit, bien entendu, anonyme aussi. Donc, il y a d'autres numéros. L'autre avantage maintenant, c'est qu'on a les séances de psychologue remboursées par la sécurité sociale sans adressage. Donc, c'est-à-dire que les jeunes peuvent prendre rendez-vous avec un psychologue, ça sera remboursé par la sécurité sociale. Alors, c'est limité à 12 séances. Sans prévenir les parents? Alors, sur la question des parents, ça, je suis moins sûr parce que j'ai moins l'habitude là-dessus. Mais en tout cas, c'est quand même
une nouveauté qui est vraiment très bien parce que, alors vous avez mis en cause, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un psychiatre, donc un psychologue des fois c'est plus simple. Et l'autre point, c'est que les psychiatres, souvent il y a des délais d'attente très longs. Bon, les psychologues aussi, mais de ce fait, on multiplie le nombre d'intervenants possibles. Il y a, bien entendu, on en parle, mais ils ne sont malheureusement pas assez présents, les infirmières scolaires ou les médecins scolaires dans les établissements. On le sait, hein, on en manque. Et pour autant, ils font un travail remarquable quand ils peuvent être là et quand ils peuvent s'occuper de tous les enfants qui sont malades. Est-ce que c'est aussi la première personne vers laquelle on peut s'adresser? Alors, pour un certain nombre d'étudiants de lycéens et de collégiens, en effet, ils vont se tourner vers les infirmières scolaires, vers les médecins scolaires qui après vont réorienter derrière. L'autre médecin à pas négliger, c'est le médecin traitant, le médecin généraliste, qui souvent a une relation de confiance avec l'adolescent, qui connaît des fois depuis l'enfant, puisque comme on a très peu de pédiatres, souvent c'est suivi par un médecin généraliste. Alors le problème de la santé mentale, de manière générale, on en parle certes, mais ça reste quand même, on peut dire, un tabou, surtout au sein des familles. Est-ce qu'il faut qu'on parle de déstigmatisation aussi, du regard aussi sur les troubles mentaux et psychiatriques en particulier? Alors oui, c'est toujours très important de déstigmatiser, chez tout le monde, et notamment chez les médecins et chez les étudiants en médecine aussi. C'est-à-dire que le Collège national des universitaires de psychiatrie a fait toute une campagne de déstigmatisation de la psychiatrie pour inciter les étudiants à choisir la psychiatrie, parce que le premier frein, en effet, c'est le stigma, y compris chez les professionnels de santé. Et pourquoi? Alors, parce que historiquement, la psychiatrie, ça fait peur, et avant, on n'avait pas de traitement. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les traitements en psychiatrie sont arrivés très récemment. Ça fait moins d'un siècle qu'on a des traitements en psychiatrie, et la plupart des traitements, ils sont arrivés dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, avant, on ne pouvait rien faire pour les patients. Maintenant, on a des traitements pour les aider, pour les soigner, et ça, c'est récent. Et on a de nouveaux traitements qui arrivent encore aujourd'hui. D'accord, donc c'est effectivement des tests qui sont faits. Il y a les traitements effectivement dont vous parlez puisque vous êtes psychiatre, donc traitements médicamenteux, mais il y a aussi peut-être des traitements qui sont un peu en marge, ou en tout cas ne serait-ce que de traiter aussi la parole et le fait de parler. Ça aussi, c'est une possibilité qu'il faut promouvoir. Alors, enfin un axe en tout cas qu'il faut promouvoir. Dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, dans les données de la littérature, une dépression d'intensité légère, le traitement c'est la psychothérapie, c'est pas les médicaments. Donc de toute façon, la psychothérapie en soi, non seulement est utile, mais surtout elle est efficace. Ça, c'est important de le dire. Et également pour prévenir l'arrivée de troubles plus sévères. Donc oui, il faut recommander la psychothérapie, et c'est pour ça que ces séances de psychologue remboursés, c'est très utile. Les réseaux sociaux, vous l'avez dit, peuvent être effectivement un bon lieu pour pouvoir se documenter et libérer cette fameuse parole. Mais c'est aussi peut-être une part de responsabilité dans la dépression de ces jeunes, de voir des vies, on l'a souvent dit, hein, des vies qui ne ressemblent même pas à la réalité, de pouvoir être confrontés à des images très violentes tout le temps. Est-ce que c'est peut-être bon aussi de faire de temps en temps des petites cures de désintoxication du téléphone portable? Alors, ce qu'ont montré les données de la littérature, c'est qu'en fait, on ne sait pas grand-chose sur l'effet des réseaux sociaux parce que c'est compliqué à étudier de manière précise. De manière globale, on sait que ça peut jouer de manière négative sur les troubles du sommeil, sur les troubles du comportement alimentaire. En revanche, sur la partie dépression et idées suicidaires, ça peut avoir un impact positif. Mais les données vont dans les deux sens, donc on ne peut pas conclure par rapport à ça. Et il y a aussi la façon dont les médias vont traiter les informations. Ce qu'on a appelé l'effet Werther et l'effet Papageno. Donc nos collègues du nord de la France sont spécialistes là-dedans, ils ont un centre Papageno. C'est-à-dire que si on présente un suicide qui a eu lieu de manière non adaptée, on risque d'avoir derrière un pic, une augmentation des tentatives de suicide. En revanche, si on le présente de manière adaptée, on peut diminuer le nombre de tentatives de suicide. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Dr Ariel Fragerman. Vous êtes donc docteur en psychiatrie, en neurobiologie, psychiatre au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, chercheur associé à l'INSERM, membre de la Fondation Fondamentale. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci mille fois. Merci. On va tout de suite retrouver Emma pour sa chronique. Emma, dans votre chronique cette semaine, vous nous emmenez en Thaïlande où les élèves ont gagné un combat sur les bancs de l'école, et pas n'importe quel combat, celui de pouvoir décider de leur coupe de cheveux. Oui. Et oui, bah oui. Terminé le petit carré bien docile pour les filles et la coupe dégagée pour les garçons. Les jeunes Thaïlandais, ils ont remporté un combat qu'ils menaient depuis presque 20 ans. C'est ce que confirme le ministère de l'Éducation du pays le 16 janvier dernier. Alors désormais,
Il n'y a plus de précision concernant la longueur ou le style des cheveux des élèves. Les décisions concernant les coiffures et les codes vestimentaires doivent dépendre de chaque école, a annoncé donc le ministère, comme nous le rapporte le Courrier international. Alors, le ministère, il a également ajouté que la discipline est importante, certes, mais elle doit aller de pair avec les droits de l'homme. Et c'est ça le grand pas dans cette lutte capillaire que menaient les élèves depuis de nombreuses années, notamment face à une société thaïlandaise qui était très très sévère sur certains points. Oui, parce que ces coupes de cheveux étaient un moyen d'uniformiser la société. Les élèves qui ne respectaient pas ces codes pouvaient justement être amenés à vivre des scènes particulièrement humiliantes, Emma. Eh bien oui, je vous propose de regarder une vidéo dans laquelle on voit une jeune fille sur une estrade. Elle est affichée, on le voit devant tous les autres élèves. Et ses cheveux, ils sont longs, bien loin du carré court dont on parlait, ou des traits serrés qui sont généralement demandés dans les établissements scolaires. Et puis il y a cette femme qui s'avance vers elle avec des ciseaux. Et cette femme, c'est son enseignante. Une mise en scène dissuasive, traumatisante, humiliante, vous le disiez Virginie, en guise d'exemple pour les écoliers qui ne se soumettent pas au diktat de la coiffure unique. On le disait, ce sujet de la coiffure à l'école ne date pas d'hier et il a même traversé les régimes politiques en Thaïlande. Et ouais, déjà en 2012, une pétition en ligne avait recueilli plus de 1000 signatures et ça avait poussé le ministère de l'Éducation à se saisir du sujet en autorisant un peu plus de souplesse. Malheureusement, en 2014, le coup d'État militaire dans le pays a enterré les maigres efforts de cette lutte contre l'uniformité et celle-ci est donc revenue à la case départ. Et depuis les années 70, en fait, déjà, les règles imposées, elles le sont par les militaires, parce que les élèves sont soumis exactement au même code que ceux qui sont dans l'armée. Alors maintenant, vous doutez bien que pour une jeunesse du 21e siècle, ça pouvait absolument pas durer. Et ces dernières années, les hashtags avaient fleuri un peu partout sur les réseaux en dénonçant ces profs qui rasent la tête de leurs élèves contre leur grille. Oui, ça pourrait paraître anecdotique, mais pas du tout. Est-ce qu'on peut dire que ce sujet des cheveux est aussi symptomatique, clairement, d'une ouverture des mœurs du pays? Et oui, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux ces derniers jours, ou même dans la presse, parce qu'en fait, ça fait une semaine que la Thaïlande est devenue le premier pays d'Asie du Sud-Est à légaliser le mariage homosexuel. Un pas de géant dans un pays, comme on le disait, qui était régi par la junte militaire et qui a connu de nombreux carcans traditionnels. Alors évidemment, depuis une semaine, les mairies du pays célèbrent toutes des unions du même sexe et les réseaux se réjouissent. C'est une ouverture qui s'accompagne en plus d'autres bonnes nouvelles comme l'adoption des termes neutres pour remplacer homme, femme, mari et épouse. Et la loi, en plus maintenant, elle accorde désormais aussi des droits d'adoption et d'héritage aux couples de même sexe. Et au retour du côté de l'école, parce que l'un ne va pas sans l'autre, où cette tolérance des droits LGBT, elle se fait aussi sentir. Parce que pour la première fois, une école autorise ses élèves non seulement à se coiffer comme ils le souhaitent, mais en plus en accord avec le genre auquel ils s'identifient. Alors on peut le voir sur cette vidéo, il y a des toilettes aux couleurs du Rainbow Flag. Elles sont installées là, une politique progressiste que son directeur d'établissement souligne en décidant de faire de son école un lieu sûr pour les minorités, une safe place comme on appelle ça aujourd'hui, voilà. Donc depuis quelques semaines, la Thaïlande, elle s'illustre comme le pays moderne de l'Asie du Sud-Est et c'est en grande partie grâce aux revendications de sa jeunesse. On les remercie. Comme quoi les cheveux restent toujours un vaste sujet. Politique, toujours. Toujours, toujours. Merci beaucoup Emma. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Cette grand-mère, alors je ne sais pas si je prononce bien, ça, qui arrive en France en 1976. Elle arrive après avoir littéralement tout perdu. Oui, en fait, j'ai voulu écrire à la fois sur, je dirais, l'amour absolu qui peut exister entre une petite fille et sa grand-mère, mais j'ai aussi voulu mettre au jour le roman de ma grand-mère, si je puis dire, puisque pour moi, elle était une figure aimante, celle qui prenait soin de moi, celle qui m'a élevée, celle qui me faisait à manger, qui m'amenait, qui me raccompagnait à l'école, qui me couchait, qui me faisait la lecture, et ça se limitait là. Jusqu'à ce qu'un jour, ce que je raconte dans le livre, le voile se déchire et que je me rende compte qu'elle avait un passé. Ouais. Et ça se fait à l'occasion d'une question à propos de son alliance. Son alliance qui est un peu bosselée, alors que c'est une femme très soigneuse, très organisée. Vous dites, pourquoi elle a un truc un petit peu bosselé? C'est ça, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais ton alliance est très abîmée. C'est ça. Et elle m'a dit, en fait, c'est pas mon alliance. En fait, j'ai plus mon alliance. Elle m'a raconté qu'autrefois, mon grand-père et mon arrière-grand-père avaient été assassinés le même jour, qu'elle avait dû fuir avec mon père, qu'elle a traversé la moitié du pays, qu'elle a trouvé refuge chez un frère. Et chez ce frère, il y avait des femmes qui lui ont dit « mais viens avec nous à la pagode », l'église au Vietnam, si je puis dire. Et elle était très heureuse d'être accueillie, elle y est allée. Sauf qu'elle avait oublié un détail, c'est qu'à la fin
de la quête. À la fin, il y a une quête, en fait. Comme en France, comme dans l'Église catholique, il y a un petit bonze, cette fois, qui est venu demander quelques sous à chacun. Et comme elle est partie sans rien du jour au lendemain, elle n'a littéralement rien, sauf son alliance. Et donc, elle donne son alliance par honte sociale de ne rien avoir. Et c'est comme ça qu'elle a perdu le dernier objet qui la reliait à son mari qu'elle aimait éperdument. Ismaël, comment ça se passe en atelier? En atelier, c'est simple. On fait un va-et-vient incessant entre la théorie et la pratique. On pense que c'est indissociable. Et aujourd'hui, on le voit très bien chez nos jeunes, en fait. Dès lors qu'on aborde un point et qu'on le voit directement en pratique avec eux, ça prend beaucoup plus vite l'évolution. Mais on commence par quoi? Parce que là, alors là, je suis impressionné. Là, c'est silence total, quoi. Là... merci pour la passe décisive. Non, mais c'est vrai. Le silence, c'est la base. C'est la base. C'est ce qu'on apprend lors de la première séance des fondamentaux. C'est vrai qu'on a tous l'idée qu'un orateur, c'est celui qui va monopoliser la parole, celui qui va parler tout le temps, incessamment. Et on les prend en fait à contre-pied en leur expliquant qu'un grand orateur, une grande oratrice, c'est d'abord quelqu'un qui sait se taire, écouter l'autre pour s'en nourrir et éviter accessoirement les mots parasites. Pourquoi c'est difficile, si difficile en tout cas pour les jeunes, de choisir leur orientation aujourd'hui selon vous? C'est justement cette difficulté à se projeter et quelque part c'est la solution que vous leur apportez? C'est difficile d'abord parce qu'on est à un âge où rien n'est facile. Donc savoir qui on est, savoir ce qu'on veut faire. Voilà, je crois que quand on est dans cette période-là de la vie, c'est pas évident. Il n'y a pas d'évidence. A fortiori sur les univers professionnels. Et puis, comment dire, c'est aussi difficile de se projeter parce qu'il y a, comme vous le disiez, une grande variété alors de métiers, d'environnement de travail, de compétences. Enfin, voilà, toutes ces choses sont très difficiles à expliquer. Par contre, c'est très facile à vivre. Quand on fait un petit stage, quand on fait une immersion, il se passe des choses, on ressent des choses, et là, on sent une sorte de vérité par rapport à soi-même. C'est ce qu'on essaye de faciliter. Ça raconte quand même l'histoire d'une intégration par les études, parce que vous êtes dispensé de tâches ménagères, mais alors, langues étrangères, piano, violon, danse classique, tout ça se termine à l'école normale supérieure, enfin, bref, c'est la méritocratie républicaine dans toute sa splendeur que l'on dit perdue. C'est vrai que mes parents en particulier en sont le fruit. Moi, j'ai entre guillemets moins de mérite, parce que moi, je suis née ici. Je suis née ici, c'est pas pareil que si jamais j'avais été déracinée du Vietnam. Ma mère, elle vient d'une famille de paysans. Mon père aussi, il conduisait le buffle aux rizières. Et donc, ils ont tous les deux fait de grandes écoles. La différence, c'est que moi, pour parler de façon bourdieusienne, effectivement, mon habitus, c'est aussi l'habitus de... Certes, ce sont deux scientifiques, mais ils ne lisent pas, mais ils ne vont pas au musée, mais l'art n'est pas leur tasse de thé. Ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu la possibilité de se cultiver. Et donc, les trois enfants qu'ils ont eus ont fait le pas suivant. Et évidemment, il était attendu de nous que ça se passe bien à l'école. De très bonnes notes. C'est bien le minimum, et d'ailleurs nous-mêmes on s'est astreint à ça parce qu'on savait que nos parents et ma grand-mère avaient une vie tellement plus dure que la nôtre qu'il fallait ne pas déroger. Qu'est-ce que ça a changé en toi? Dans ton quotidien, dans ta... Dans mon quotidien, ça a changé beaucoup de choses de par mes interactions avec les autres, de par... même par rapport à... Outre l'école, parce qu'à l'école, on a des oraux, donc ça m'a permis d'avoir une grande assurance en moi avant de parler et de ne plus me préoccuper de la forme. La forme, elle était plutôt acquise, donc je pouvais un peu plus me concentrer sur le fond. Et comment on passe du savoir parler, ou en tout cas cette prise de parole, au aimer parler? Parce que maintenant, j'ai quand même le sentiment que tu aimes prendre la parole. J'aime prendre la parole. Et en plus, tu aimes transmettre cette passion, même. Ça va encore plus loin. Exactement. Je pense que c'est par la pratique. La pratique. Au début, ça a été très compliqué pour moi. Et puis après, grâce aux membres de Grain d'Orateur qui, comme l'a dit Ismaël, sont extrêmement bienveillants. C'est une ambiance qui est très bienveillante. Et la preuve, l'année dernière, je suis venue à chaque formation. Et pourtant, je suis grande timide. Donc, c'est vraiment une preuve que quand j'allais là-bas, je me sentais vraiment bien. Et je ressortais grandie. Et je sentais que j'avais appris des choses. Aujourd'hui, votre plateforme, on pourrait penser, en tout cas, et celles et ceux qui nous écoutent, qu'elle devrait être intégrée directement dans des démarches d'orientation officielles, comme un complément quelque part à Parcoursup. Elle l'est, c'est-à-dire que vous travaillez aujourd'hui avec des organismes publics, avec des établissements scolaires. Alors, on a évidemment de très bonnes relations avec l'ONICEP, qui est la référence pour l'éducation nationale. On équipe des établissements scolaires. Les établissements scolaires, ils sont, liés par un programme. Et dans ce programme, il y a la découverte des métiers. Et donc, quelque part, on est juste une modalité qui permet de faire ce qui est attendu. Voilà.
Alors après, dans la réalité, il y a plein de difficultés. Il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez de formation, voilà. Et peut-être aussi, il n'y a pas assez d'engagement des acteurs hors scolaire. Parce que moi, je crois que dans ce moment délicat là, qui consiste à se projeter, on se repose beaucoup sur l'éducation nationale. Mais non, les parents ont un rôle à jouer. Et le rôle, c'est pas seulement de trouver le stage de 3e parce qu'on connaît quelqu'un. Le monde de l'entreprise ou les mondes professionnels ont un rôle à jouer dans l'accueil et dans l'accompagnement des jeunes. Voilà, donc j'aurais tendance à dire que c'est un peu l'affaire de tous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. En régie aujourd'hui, à la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Le son, Saïd Mamou. Le maquillage, Laure Edmond. Laura Gérard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée à tous et à demain. Ciao.